Bienvenue sur cette quatrième rencontre dans le cadre du colloque STIAM qui a commencé il y a maintenant 15 jours. Vous avez la possibilité, vous le savez, après cette intervention, de revoir en visio sur le site MLF Monde. Il faut attendre quelques jours pour que l'enregistrement soit mis en ligne, mais surtout aussi, vous pourrez récupérer le diaporama qui va être présenté. Donc aujourd'hui, après avoir vu donc les lieux et évidemment les séances avec des exemples très concrets, nous avons eu la semaine dernière l'intervention de Margarida Romero sur les compétences du 21e siècle et aujourd'hui, nous allons faire un zoom très intéressant sur les compétences disciplinaires et puis leur évaluation. Donc, Véronique va présenter notre intervenante d'aujourd'hui et j'en profite juste pour vous dire qu'à la fin, vous allez pouvoir poser des questions, mais vous pouvez aussi anticiper ces questions au fur et à mesure en les mettant dans le chat. On prendra 10 minutes, évidemment, pour y répondre. On ne peut pas autoriser les enregistrements personnels sur cette visio. Comme je vous l'ai dit, vous retrouverez l'enregistrement officiel sur le site de la Mission laïque. Merci beaucoup Isabelle et puis je laisse Véronique vous présenter. Oui, alors j'ai le privilège de vous présenter Isabelle Chola. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. J'ai eu l'occasion de la rencontrer l'année dernière parce qu'elle est à l'origine d'une ressource numérique extrêmement précieuse pour le premier degré qui s'appelle Mathhebdo et que nous avons présenté sur le forum pédagogique l'année dernière. Et en échangeant avec elle, j'ai découvert qu'elle venait aussi de l'étranger où elle a été enseignante de sciences, de SVT, si ma mémoire est bonne. Et puis ensuite, elle est devenue donc inspectrice de l'éducation nationale lors de son retour en France. Elle travaille aussi auprès des CARDI et de l'innovation pédagogique, si je ne me trompe. Elle a aussi été référente numérique, hein, me semble-t-il. Mm. Et maintenant, IEN, donc pour la zone de Poitiers-Est. Elle a déjà fait des missions d'accompagnement, notamment à Florence et également à Valladolid, si je ne me trompe pas. Ouais. Et à Et, Reus et à Reus aussi. également. Ouais. Et voilà, nous lui avons proposé d'intervenir en tant qu'IEN, justement, pour faire un zoom sur l'application des programmes, l'évaluation des compétences des programmes via une approche innovante STIAM. Voilà, donc je vous cède la parole pour cette intervention Merci. qui durera à peu près 40-50 minutes et Ouais. qui vous permettra ensuite d'échanger directement avec Isabelle. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette introduction. Très sincèrement et très concrètement, je suis comme vous, je suis touche à tout. C'est pour ça que voilà, je suis devenue enseignante après un autre parcours et je dois dire que je suis particulièrement touchée par les mathématiques, évidemment, mais les sciences en général et malgré tout toutes les autres disciplines que l'on a à enseigner dans nos écoles. Et je me suis toujours demandé comment on pouvait faire des liens, d'ailleurs, entre toutes ces disciplines, parce que on fait beaucoup de cloisonnement et justement, l'approche STIAM, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Alors, j'ai suivi un petit peu les différentes présentations qui ont été faites auparavant. Donc, je vais redire très rapidement certaines choses, mais pour bien fixer les notions qui me semblent vraiment importantes à retenir sur l'expérience TIAM. Et puis, on va surtout s'intéresser à comment on prépare un projet STIAM pour sa classe ou pour différentes classes et comment on évalue les différentes compétences que l'on met en jeu. Et tout ça avec quelques exemples pour bien illustrer. Voilà un petit peu mon propos. Donc, attendez que j'arrive à m'en sortir. Voilà, ça y est, j'ai trouvé comment on fait. Bon, l'acronyme maintenant, ce n'est plus un secret pour personne.
Mais moi, ce que je retiens de l'approche TIAM, c'est cette approche globale où on fait des liens et où on évite les cloisonnements. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, Margarida et les autres personnes vous en ont parlé avant moi, mais bien sûr qu'il y a les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Et il y en a, elles sont toutes autant importantes les unes que les autres. La motivation de vos élèves, je pense que vous en êtes déjà persuadé parce qu'on va traiter un problème concret, on va faire du lien avec le monde réel, on va contextuer l'apprentissage. Moi, ce que je retiens aussi de cette approche STIAM, c'est qu'on met particulièrement en valeur les compétences pratiques et manuelles de nos élèves. Et quand on voit l'enseignement de certaines disciplines, comme les sciences, par exemple, parfois on s'éloigne de ce côté pratique et manuel, alors que les scientifiques, dans leur laboratoire, très clairement, ils sont au contact des matières, des objets, etc. Et puis, ben, on en a parlé, Margarida en a parlé la semaine dernière. Eh bien, on prépare nos élèves au monde d'aujourd'hui et au monde de demain, qui est un cadre qui est en pleine évolution et auquel on doit répondre. Donc, cette pratique me semble tout à fait intéressante. Et clairement, mon point de vue d'inspectrice, c'est qu'il faut le développer dans vos classes parce que on va pouvoir permettre de développer euh, des compétences qui vont être utiles, quel que soit l'avenir de nos élèves. Donc, l'approche TIAM, la chose importante, c'est que c'est souvent sous forme de projet, c'est souvent très concret. Et puis, on a différentes dimensions, notamment la dimension collaborative, qui est vraiment très flagrante, parce que le problème qu'on va poser aux élèves, souvent, ils vont pas le répondre, ils vont pas y répondre seuls, ils vont y répondre en équipe. On expérimente, on se trompe, on recommence, on résout des problèmes, quoi. Et comme les chercheurs et comme ce qu'on fait dans la vie quand nous-mêmes nous avons des problèmes. Voilà. Donc, des bons bénéfices. Alors, dans l'introduction, on parlait de l'approche STEM dès la maternelle. Bon, c'est pas un peu tôt, ça, l'approche STEM en maternelle? Alors pour moi, absolument pas. Au contraire, on a dans nos programmes de maternelle, on a effectivement cet acronyme, on peut le retrouver. Par exemple, les sciences, eh bien, on a toute l'expérimentation sensorielle, la découverte par les sens, qui est l'exploration du monde, qui est particulièrement prégnante dans les programmes de maternelle. Les jeux de construction que l'on retrouve dans toutes les classes de maternelle, notamment à l'accueil des élèves, eh bien, ce sont les bases de l'ingénierie. Et donc, ça a toute son approche ici. L'art plastique. Vous savez combien il est nécessaire d'agir et de comprendre par l'activité, par les activités artistiques, parce que ça permet de développer la créativité et la motricité fine dont on aura besoin pour les autres apprentissages, notamment les apprentissages qui seront liés à des apprentissages cognitifs. Mais on est fait ainsi que nous, êtres humains, nous avons besoin souvent, notamment quand nous sommes jeunes, de comprendre par le corps. Regardez les bébés, ils mettent tout à la bouche pour essayer de découvrir le monde qui les entoure. Et puis les mathématiques, eh bien, c'est dans le cadre de résolution de problèmes concrets et ludiques et qui font sens auprès des élèves que va se construire ce concept totalement abstrait de nombre et qui est particulièrement complexe à enseigner. Donc, bien sûr que vous allez développer une approche TIAM en fonction de l'âge de vos élèves, notamment les plus jeunes, mais vous répondrez totalement au programme. Vous vous souvenez des 4 modalités d'apprentissage des élèves à la maternelle.
mais que, voilà, même pour les plus grands, ça marche toujours, hein, où le jeu et l'exploration, l'expérimentation sont particulièrement mis en avant. Donc, très sincèrement, l'approche TIAM, elle est valable dès la maternelle. Alors, je ne vais pas tout lire, mais j'ai tout écrit pour que vous ayez tout avec le diaporama de façon à pouvoir y retourner. D'accord? Bon, j'ai envie, je suis enseignant, j'ai envie de me lancer dans un projet STIAM. Eh bien, votre plus gros travail, ça va être l'anticipation. Donc, ça va être la préparation de votre projet et comment vous allez le penser. D'abord, il va falloir identifier un problème concret qui est bien sûr adapté à l'âge des élèves et aux sources d'intérêt. Je me souviens du collègue l'autre jour qui parlait de paléontologie à la maternelle parce que les élèves adorent tout ce qui est lié à la préhistoire, par exemple. Un projet STIAM, c'est un projet englobant où on va faire du lien entre toutes les disciplines. Il faut que ça, vous l'ayez pensé dès le départ. C'est-à-dire, votre projet STIAM, il faut qu'il y ait l'axe S, l'axe T, l'axe I, l'axe A et l'axe M. D'accord? Au mieux. Parfois, certains projets STIAM, bah, il n'y aura pas de I, par exemple, ou il n'y aura pas de T. Mais c'est pas grave. L'approche, ça sera une approche globale quand même, où il y aura du lien entre les différentes disciplines, où elles vont apporter des choses pour résoudre le problème global. Je vous ai cité un petit exemple là. On imagine dans des classes, on va dire plutôt de cycle 3, CM1, CM2, 6e, la création d'un robot, par exemple. Eh bien, on va pouvoir y intégrer des notions de mathématiques, mesure et calcul, des notions de sciences sur les forces et les matériaux que l'on va utiliser pour construire le robot, sur la technologie, parce que comment ça fonctionne un robot, hein, et les arts plastiques, parce qu'un robot, il aura une forme et c'est important qu'il ait une esthétique et un design pour répondre à l'objectif de ses missions. Donc, à la rigueur, vous voyez, j'ai une idée, j'ai un problème. Il faudrait comme un arbre, comme une carte mentale avec qu'est-ce que j'y mets là en sciences, qu'est-ce que j'y mets là, qu'est-ce que j'y mets là. Donc, il va falloir que vous ayez eu conscience de ce que vous allez pouvoir tirer à droite et à gauche. Et pour avoir des compétences clairement définies, qui pour moi est une nécessité, eh bien, vous allez prendre les programmes et vous allez les éplucher. Vous allez vous dire, tiens, dans les programmes de sciences, ça, je vais l'utiliser dans mon projet STIAM. Tiens, telle compétence du socle, par exemple, elle est très intéressante parce que là, je vais fournir à mes élèves des méthodes et des outils pour apprendre. Donc, vous avez votre problème, vous avez vos différentes matières, vous épluchez les programmes par matière et les programmes de façon globale avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour déterminer ce qui va être utile pour vos élèves, ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour arriver à résoudre le problème que vous leur donnez. Ça, c'est un énorme travail, mais c'est le travail qui va vous permettre ensuite de vous assurer que vous obtiendrez bien les apprentissages souhaités et que vous n'aurez pas à y revenir. Parce que ce n'est pas une accumulation qu'il faut faire, c'est mettre en lien les choses les unes avec les autres. Donc, planifiez l'interdisciplinarité, pensez-le tout de suite comme ça, et définissez très concrètement, de façon très explicite, vos objectifs d'apprentissage. Peut-être que vous allez vous rendre compte, notamment lors des premiers projets STIAM, qu'en fait, ils vont pas prendre la voie que vous aviez pensé. Et du coup, vous souhaitiez, par exemple,
travailler sur les longueurs en mathématiques, et puis finalement, ça va pas être le cas. Ça va vous demander du coup d'être très vigilant à peut-être revoir vos objectifs au cours du projet. Voilà. L'important, c'est d'y penser vraiment dès le départ. Après, quelque chose qui vous viendra probablement, c'est penser la gestion du temps et du matériel. Bon, ils vont expérimenter, donc ils vont avoir besoin de matériel. Je me souviens des autres intervenants qui avaient parlé de magasins où il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'objets de récupération, etc. Très clairement, il faut qu'il y ait une variété de matériel à disposition. Mais une chose qui est assez difficile, c'est la gestion du temps. Et il ne faut pas s'embarquer dans des choses qui sont dans des projets trop pharaoniques. Vous voyez ce que je veux dire? Commencer par des projets qui vont nécessiter de la part des élèves un nombre de séances qui n'est pas trop important. Parce que ils risquent aussi de s'essouffler, notamment s'ils voient que le projet n'avance pas comme ils le souhaiteraient. Donc il faut prévoir un planning réaliste avec des étapes qui seront bien définies. Et vous, il faudra que vous vous assuriez que vous soyez en capacité de leur faire des retours de chaque séance sur leur avancée. Pour continuer sur cette préparation des projets STIAM, il y a la différenciation. Alors, on peut voir la différenciation de deux façons. Soit on voit la différenciation liée à, on a un projet global, comme dans l'exemple que je vous ai mis là, c'est-à-dire un projet de jardin pour une école primaire avec des maternelles et des élèves d'élémentaire. On peut imaginer que la différenciation, elle va se faire en fonction des niveaux de classe. Par exemple, les élèves de grande section, eux, dans le projet jardin, ils vont se focaliser sur l'observation et essayer de retrouver le nom des plantes et travailler sur la classification, par exemple. Et puis les CM2, eh bien, on pourrait imaginer que eux, ils travaillent sur le même projet, mais eux vont travailler sur le système de gestion de l'eau pour l'irrigation du jardin, notamment quand on n'est pas là pendant les vacances. Donc, on peut imaginer un projet STIAM comme ça, un projet STIAM pour l'école, avec chacun aura une petite part du projet. Et puis, on peut aussi imaginer un projet STIAM dans sa classe. Et dans sa classe, même si on n'a qu'un seul niveau, on est bien d'accord qu'il y a des élèves qui ont des compétences différentes et qu'il va falloir que l'on s'adapte à leur niveau de façon à ce qu'ils s'engagent tous dans le projet. Et on va essayer de se servir de leurs différentes compétences, de leurs différents points forts pour que on ne rejette personne et que tout le monde participe collectivement au projet. Voilà, donc il faut le penser un petit peu en avant, notamment parce que dans un projet STIAM, souvent on va travailler en équipe et que du coup, il y a cette question de comment on constitue les équipes. Voilà. Moi, je me rappelle en classe, une fois, des élèves, eh bien, c'était les deux élèves, on va dire, les plus en difficulté qui se sont retrouvés tout seuls, parce que j'avais décidé que je laissais les groupes se faire. Bon, bah, je l'ai regretté après, hein, mais c'était fait. Voilà. Et donc, ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls, où ils devaient créer un objet. Et en fait, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, à ce moment-là, je les ai laissés tous les deux parce qu'ils s'entendaient bien. Voilà, ce n'était pas un problème de mésentente. Par contre, j'ai beaucoup étayé
je les ai beaucoup guidés vers un début de piste. Voilà. Mais très clairement, le fait qu'il faille travailler en groupe, souvent dans ces projets, peut entraîner du coup des différenciations qui vont être visibles ou pas. Donc à penser en amont ou pas selon la constitution de votre groupe classe. Ensuite, il faut aussi penser en amont le suivi de l'évolution du projet. Je vous ai dit qu'une des difficultés euh, que l'on peut avoir, c'est la gestion du temps. Et donc, il va falloir avoir un suivi très régulier de l'avancée du projet, notamment pour débloquer des situations ou, au contraire, montrer les progrès aux élèves sur telle ou telle séance. Voilà. Et donc, ça veut dire que lors de vos séances STIAM, de votre projet STIAM, eh bien, il faut qu'il y ait un temps de bilan. Voilà. C'est un peu comme une séance normale, c'est-à-dire au début de la séance, on va se fixer un objectif. Il faudrait que les différents groupes aient réussi à, sache que, etc. Et à la fin, on fait le bilan pour voir les avancées ou pas. Moi, ça m'est arrivé de me faire avoir, mais vraiment, donc je le partage avec vous, sur du travail, voilà, comme ça, en groupe sur un projet. Ils devaient créer un objet. Et en fait, il y avait des groupes qui n'avançaient pas. Et même, limite, ils reculaient. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée, ça fonctionnait pas, mais ils n'avaient pas de nouvelles idées. Et voilà. Et le fait d'avoir ce temps collectif à la fin d'une séance TIAM pour revenir sur les travaux des différents groupes, voir les avancées, ça va permettre de donner des idées aux autres également. Donc, temps de réflexion, temps de feedback régulier. Donc, vous les apportez puisque vous passez de groupe en groupe. Mais c'est bien aussi que les élèves puissent entendre leurs camarades s'exprimer sur leurs difficultés, là où ils sentent qu'ils ont avancé, ce qu'il leur reste encore à faire. Ça permet de montrer à tout le monde qu'on avance dans l'élaboration du projet. Et puis, il y a un point qui est fondamental parce que un projet STIAM, ce n'est pas un projet qui est en dehors des programmes. Il est vraiment dans les programmes. C'est un projet qui va vous permettre d'évaluer des compétences euh, et qui, pour certaines, vous seront utiles parce que vous n'aurez pas besoin d'y revenir après. Mais c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Il est nécessaire, absolument nécessaire, que vous ayez des objectifs précis dès le départ. Et c'est ça sur lequel il faut que vous soyez vraiment vigilant. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la préparation en amont d'un projet STIAM. C'est parce que plus vous aurez vos objectifs d'apprentissage bien définis, plus l'évaluation, ça vous semblera faisable, logique et pas un travail en plus. Euh, L'important, c'est de comprendre que euh, votre projet STIAM, comme souvent il y a un objet concret à fabriquer, souvent il y a quelque chose de très visible, vous aurez une évaluation sommative. Mais toutes les séances vont vous permettre d'avoir une évaluation formative. Et pour avoir cette évaluation formative, eh bien, vous allez avoir recours, c'est ce que je vous mets sur la gauche là, à différents modes de fonctionnement, à la fois en fonction de votre projet, de l'âge des enfants, bien évidemment, et des critères d'évaluation que vous vous êtes fixés. L'observation continue
quand on est dans un projet STIAM, il y a des moments où on apporte de la théorie, mais en fait très peu. Et vous allez souvent être en mode observateur. Vous allez lâcher prise sur un certain nombre de choses et ça va vous permettre d'observer vos élèves, de voir comment ils argumentent, comment ils expliquent, comment ils convainquent les autres élèves. Et quasiment tout le temps, vous aurez des compétences langagières qui vont être très clairement mises en avant. Pour les plus grands, il y aura aussi l'écrit. Je vous montrerai des écrits tout à l'heure. Mais dans un premier temps, c'est l'oral qui va se mettre en mouvement. Donc, vous allez pouvoir suivre avec des grilles d'observables vos élèves séance après séance tout au long du projet. Et puis, à un moment donné, et selon l'âge des élèves, vos élèves, ils vont peut-être aussi pouvoir s'auto-évaluer. Notamment si vous avez des critères très clairs et construits avec eux de ce que vous voulez obtenir comme rendu à la fin. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, par exemple, un robot, là, comme dans l'exemple que je vous mets là, un robot à construire. Le robot, il va avoir une fonction et qu'est-ce qu'il doit savoir faire, le robot? Et donc, ça va être très facile pour les élèves de s'auto-évaluer et de dire, bon, bah, c'est bien un robot, il a des capteurs, tout ça. Mais en attendant, il n'obéit pas trop aux ordres que je lui donne, par exemple. Et donc, eux-mêmes peuvent s'auto-évaluer. Imaginez qu'ils doivent construire des ponts ou une cabane. Bon, bah, très clairement, voilà, un pont, ça sert à quoi? Est-ce que j'arrive? Est-ce que ce que j'ai construit, c'est vraiment un pont? Est-ce qu'il tient le coup? Il y a des critères très simples qui vont permettre aux élèves de s'auto-évaluer. Portfolio. Ce qui est important, c'est de garder des traces de la création de l'objet, si c'est un objet, ou du projet, aux différentes étapes. D'abord parce que ça vous permettra, vous, d'évaluer de façon sommative ce qu'ils ont compris du projet. Et puis aussi, ça va être un point d'appui pour eux de façon à ne pas se perdre dans les méandres d'un projet, parce que vous avez bien compris que les projets STIAM, ce sont quand même des projets en lien avec un problème concret. Et quel est l'intérêt des maths là-dedans? Quel est l'intérêt des sciences là-dedans? Quel est l'intérêt de l'art là-dedans? Il faut vraiment qu'il y ait des visuels de façon à s'y repérer ou en tout cas montrer la progression aux élèves. Présentation des projets. Je vais en reparler un petit peu après. C'est clairement, pour moi, une évaluation plutôt finale, bien évidemment, mais qui a tout son intérêt. Donc, en clair, l'évaluation des compétences. Reprenez votre projet avec les objectifs que vous vous étiez fixés, et ce sont bien des compétences disciplinaires à chaque fois, mais aussi les compétences transversales, parce que ces compétences, comme vous l'a dit Margarida, c'est fondamental à notre époque et pour l'avenir, c'est-à-dire la collaboration, la créativité, la pensée critique, la gestion de projet et résoudre des problèmes complexes. C'est vraiment ce à quoi ils vont être confrontés dans l'avenir. Voilà, donc un certain nombre d'exemples d'évaluation. Ne pensez pas qu'à l'évaluation sommative, pensez l'évaluation tout au long du projet, pensez l'évaluation le plus possible en termes d'auto-évaluation auprès des élèves, de façon à ce qu'ils mettent en mots ce qu'ils sont en train d'apprendre et pas de faire, ce qui est important. Il faut toujours les ramener à ça. Vous le savez bien dans les classes.
Communiquer. Alors pour moi, ça fait clairement partie d'un projet STIAM pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un projet qui les engage et qui les motive fortement. Et vous allez voir un engouement qui est manifeste. Et du coup, ils vont avoir envie de le partager, cet engouement, avec leur famille, avec la communauté. C'est vraiment important. Donc, ça peut être intéressant de penser une restitution publique, montrer ce qui a été réalisé et demander aux élèves d'expliquer ce qui a été réalisé et leur démarche, et pas que le produit fini. Là, encore une fois, c'est de l'évaluation. Les outils numériques. Alors, les outils numériques, c'est formidable ce qu'on peut faire maintenant de façon à communiquer sur les projets que l'on a. Ça peut être une présentation sous forme d'un cahier multimédia, une vidéo, un site web, un article sur le site de l'école. En tout cas, montrer ce qu'était l'objet du projet et comment on a réussi le défi qu'on nous avait proposé tout au départ. Et ça aussi, c'est un outil d'évaluation euh, et de communication intéressant. Euh, Clairement, encore une fois, les compétences langagières sont très clairement mises en avant dans ces projets. Donc voilà pour ce à quoi il faut penser en amont. C'était un peu long, mais ça me paraît nécessaire de redire combien l'anticipation est importante. Des petits exemples. Alors, je vais en donner quelques-uns. Je ne vais pas lire pareil tout ce qui est écrit sur les diapos, mais ça peut vous guider. Un jardin écologique. Alors, je vais beaucoup vous dire écologie, éco-responsable, comme mes collègues avant moi, les collègues qui sont intervenus. Très clairement, l'actualité, les problèmes de notre monde sont clairement des entrées très intéressantes auprès des élèves. Ils se sentent particulièrement investis. Donc, un jardin écologique qu'on peut imaginer maternel et élémentaire. À chaque fois, demandez-vous comment le contextualiser. C'est le problème initial. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin de ce projet, nous, maintenant? Pourquoi ça nous intéresse? Donc, soyez au clair avec vos objectifs pédagogiques et essayez de penser, par exemple, là, le projet, il est vaste de la maternelle à l'élémentaire, quel peut être l'apport de chacun des niveaux de classe dans ce projet collectif. Un autre projet qu'on retrouve souvent, le robot trieur de déchets, un projet un petit peu plus technologique, avec pas mal d'ingénierie, bien évidemment, des mathématiques. Là encore, à quoi ça nous sert, ce projet, dans notre vie? Donc, il faut le contextualiser. Il faut avoir des objectifs, encore une fois, vous le voyez, dans les différents domaines. Et puis ensuite seulement, on pense aux tâches que l'on peut demander aux élèves. Alors celui-là, je le décris un petit peu plus parce que je le trouve intéressant dans la façon dont il est pensé au départ. Bon, il a pour nom le voyage dans le temps. En fait, et ils vont réaliser des maquettes représentant une ville du passé et une ville du futur. Enfin, ce qu'ils pensent être une ville du futur. Et ils doivent mettre en regard finalement nos modes de vie passés et futurs. Donc vous voyez bien que c'est en lien avec également les programmes d'histoire. Là, on leur demande de faire une maquette. Donc, c'est de la technologie, très clairement. Mais en sciences, eh bien, ils vont comprendre que les matériaux, par exemple, que l'on utilise, ont évolué. Et pourquoi est-ce qu'ils ont évolué? Ça peut être une recherche très intéressante à faire. Et puis, quand on fait une maquette,
d'une ville, eh bien forcément, il y a de la proportionnalité dans cette histoire-là. Il y a des longueurs, il y a des hauteurs, et très clairement, il y a aussi comment on va représenter, donc on va faire de la géométrie. Et l'art plastique, eh ben, une ville, elle a des caractéristiques euh, architecturales qui font on la souhaite belle. Et donc, très clairement, on va soigner le visuel. Donc, ce que je trouve intéressant là, c'est que vous avez encore une fois le contexte, ensuite les objectifs pédagogiques. On relie les objectifs pédagogiques, les programmes, et on cherche ce qui peut nous être utile. Ensuite, on décide ce qu'on veut faire. La réalisation finale, là, c'est une maquette. Et une maquette où il y aura les deux visions d'une ville sur la même maquette. Voilà. Comment on pense la communication? La maquette, on va l'exposer, on va la montrer aux familles et on va faire des recherches. Donc, on aura peut-être des panneaux autour pour expliquer euh, ces évolutions technologiques, notamment sur les matériaux, par exemple, et nos modes de vie. Et puis l'évaluation, vous voyez qu'elle est pensée très clairement en lien avec des compétences disciplinaires. Donc là, elles sont pas décrites de façon très claire. Il faut que vous soyez beaucoup, beaucoup plus clair. Mais en tout cas, il y a des sciences, il y a de l'histoire, il y a des maths. Et là, on voit bien les séances qui vont se dessiner derrière. Des compétences transversales, à chaque fois, il y en a, forcément. Et une évaluation que l'on veut formative et qui est pensée également tout de suite. L'autre l'autre projet, qui est STIAM, et pourtant, au départ, on pourrait penser que c'est qu'un projet mathématique. Et artistique. L'art des mathématiques, créer une œuvre mathématique. En fait, il y a des illusions d'optique. Et c'est donc un projet en lien avec les sciences. La technologie, parce qu'on va utiliser des logiciels de dessin et compagnie. Et encore une fois, on va pouvoir travailler un certain nombre de compétences disciplinaires et transversales. D'accord? Une ville verte et solidaire. On en revient encore sur la ville, hein, vous voyez. C'est un vrai sujet, ça, que vous pouvez explorer. Voilà, comment on veut répondre aux problèmes écologiques que l'on rencontre. Très clairement, le changement climatique, la gestion des déchets, les énergies renouvelables. Voilà, c'est un vrai sujet également. Bon, je vous le laisserai découvrir tranquillement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez que à chaque fois, là, il y a le contexte, les objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'on veut avoir comme réalisation finale, le mode de communication, l'évaluation. Ça revient au point que je vous spécifiais quand je vous ai dit que la préparation en amont, c'était très important. Vous trouverez forcément les liens. N'ayez crainte, vous trouverez les liens. Et je voudrais vous parler, mais très rapidement, mais de deux projets que j'ai moi-même menés quand j'étais enseignante encore euh, auprès de l'AEFE. J'étais au Togo à ce moment-là. Le premier, c'est celui du bas, c'est construire un objet qui avance de façon autonome. C'était en réponse à un défi de la zone dans laquelle je travaillais. Et on avait décidé, c'était le premier défi de la zone, et on avait décidé d'y répondre de façon individuelle par classe. D'accord? Donc, je vais arrêter le partage et je veux juste vous montrer un genre de cahier qui représente le travail qui a été mené par les enfants sur un projet qui a duré euh, environ une grosse période, on va dire. Une grosse période. Alors, attendez, je retrouve le partage d'écran. Vous êtes là, vous êtes là. Le voilà. Partager. Voilà, est-ce que vous le voyez?
Ouais. Alors, c'était un cahier multimédia. Alors moi, je vais vous montrer la version PDF très rapidement. Mais en fait, il relate l'expérimentation qui a été menée. Alors, très clairement, on pourrait penser au début que c'est qu'un projet de science. Et en fait, non, c'était un vrai projet STIAM qui a été mené. Donc, c'était une classe de CE2, CM1. Et en fait, ça reprend le processus qui a permis de construire cet objet, puis d'éclair de flamme, parce qu'il a un nom, qui a répondu au défi qui était de construire un objet se déplaçant sur 1 mètre horizontal de façon autonome et non portée. Il ne fallait pas qu'on lui donne d'impulsion, ou etc. Voilà. Alors, comment je passe Voilà. Donc, c'est un peu comme un livre et on relate notre aventure. On relate ce qu'on a fait. À quoi sert notre objet? De quoi est-il constitué? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les différentes étapes de notre projet? Et comment on peut fabriquer puis d'éclairs de flamme? Euh, alors, pourquoi cet objet? En fait, dans la classe, il y avait différentes équipes et chacun essayait de trouver un objet qui réponde au défi. Et en fait, il s'est avéré que cet objet-là, eh ben, c'était celui de la classe qui répondait le mieux au défi. Et donc, on s'est dit, eh bien, on va le reproduire. Comme ça va nous permettre de réexpliquer comment on le fait. Et donc, du coup, de mieux comprendre comment il marche, comment il fonctionne. Donc, attendez que je baisse. Voilà. De quoi est-il constitué? Donc là, ce sont les élèves, en fait, euh, une fois on avait pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, etc. Et ensuite, on a voulu expliquer notre cheminement. Donc, on a eu des séances d'écrit sur différents sujets. Par exemple, il y a un groupe qui était chargé de dire de quoi est-il constitué. D'accord? Comment fonctionne-t-il? C'était un autre groupe qui a été chargé d'expliquer ça. Les différentes étapes. Alors, il y a des étapes qu'on a fait collectivement, notamment ce travail-là sur la recherche des moyens de déplacement, voilà, aérien, aquatique. Ça nous a permis de travailler beaucoup de sujets sur comment on se déplace, un objet voilà, qui se veut répondant aux critères. Et puis, on a essayé d'avoir une émergence des premières idées, pas évidentes, des trucs souvent complètement rocambolesques, hein, très clairement, quand c'est sur le papier. Et puis, un groupe a finalement réussi à créer cet objet. Et cet objet, en fait, on le décrit, on décrit vraiment tout ce qu'on a essayé de faire pour qu'il réponde bien à nos problématiques. Par exemple, on avait des problèmes avec les roues et des histoires de frottement. Ils ne roulaient pas droit. Parfois, ça avançait de moins d'1 mètre, alors que nous, il fallait à chaque fois que ça aille au-delà d'1 mètre. Donc, on a eu des améliorations techniques à faire, mais ces améliorations techniques nous ont permis de comprendre que le choix des matériaux qu'on faisait était très important. Notamment, il ne fallait pas qu'ils soient trop lourds et qu'il y avait une question d'aérodynamisme qui était très important. Et ça, les élèves, bien sûr, ne l'avaient pas anticipé. Voilà. Donc, ça relate un petit peu tout ça. Et puis après, vous voyez que les arts, bah, c'était important pour les élèves. Il fallait qu'il ait une existence propre. Donc, il a eu une décoration particulière et le nom qui allait avec ça. Et puis après, comme on a voulu le refabriquer, que chaque élève a voulu avoir le sien, eh bien, on a tout recommencé depuis le début. Et du coup, là,
on a été vigilant à chaque étape sur les dimensions, par exemple, les matériaux, pas trop lourds, et etc. Le prix, parce qu'on voulait que ça soit que de la récup, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est un petit exemple. Les caractéristiques finies, parce que c'est un objet technologique, donc ça a des caractéristiques. La vitesse, on a fait des mesures de vitesse, les trajectoires, les masses, tout ça c'est dans les programmes, très clairement. Voilà. Donc on a relié ça à ça. Et est-ce qu'on peut l'améliorer encore? Bah oui, regardez, notre projet, il est bien, mais il est quand même un peu bancal là, il est un peu mal fichu, voyez. Donc esprit critique sur voilà ce qu'on voulait mener. Donc voilà, ça c'était un premier exemple. Je voulais le partager avec vous parce que ça a été très fédérateur pour la classe de mener ce projet-là. Mais on n'a pas pu échanger avec les autres classes qui participaient au défi aussi. Et l'année suivante, on s'est dit, parce qu'il y avait un nouveau projet, et on s'est dit, ah ben le nouveau projet, on va pas le mener chacun dans sa classe, on va le mener tous ensemble au niveau du cycle 3. Et donc, on a décidé, il fallait construire une maquette de maison éco-responsable. Et on a décidé qu'on allait le travailler en équipe cette fois-là, avec 4 classes de cycle 3. Et notre objet a été de nous dire, tiens, on va avoir chacun un métier. Donc ma classe, c'était la classe des architectes. Il y avait une autre classe, c'était un peu les techniciens sur l'étude des matériaux. Il y avait les maçons, et puis après, il y avait les plombiers. Et chacun a eu sa part à mener. Et donc, on a eu des réunions de chantier, comme une vraie réunion de chantier d'une maison. Et en fait, ça a été extrêmement bénéfique pour, du coup, les apprentissages de tous les élèves. Parce que ma classe architecte, on avait pensé certaines choses, mais en fait, ce n'était pas réalisable après. Donc, il y avait des interrogations et on a partagé comme ça notre projet. Vraiment, en fait, j'ai trouvé que de travailler à plusieurs sur un même projet, c'était la chose qui, pour moi, était vraiment la plus intéressante auprès des élèves, alors des collègues aussi, bien sûr, hein, mais des élèves qui du coup, ont appris beaucoup de choses sur la plomberie, les matériaux et les autres sujets. Alors, on arrive à la conclusion. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Alors, je passe vite fait à la suite, si j'arrive. Des petits conseils. Je viens déjà de vous en donner, mais je continue sur mes conseils. D'abord, comme vous le faites là, les webinaires STIAM, là, c'est parfait pour voilà, avoir des points de formation finalement pour vous. Mais essayez d'échanger avec vos collègues de votre établissement ou d'autres établissements avec qui vous allez faire un projet, parce que c'est en collaborant qu'on va très clairement beaucoup plus loin dans nos réflexions. Après, lancez-vous. Alors, soit vous vous lancez dans un projet qui vous arrive, comme moi je l'ai fait. C'est pas moi qui ai inventé le projet, vous voyez, moi j'ai participé à des projets. Donc, j'ai essayé de répondre à des contraintes. Et en fait, de répondre à ces contraintes, ça m'a permis un peu de m'encadrer. Vous voyez ce que je veux dire? De me sentir à l'aise. Voilà. Mais si peut-être que vous êtes prêts là, parce que ça y est, vous avez l'idée avec les différents webinaires que vous avez eus, lancez-vous. Très clairement, faut y aller et vous allez voir que de projet en projet, vous allez avancer dans votre façon de voir les choses.
Et puis, vous allez affiner votre approche. Voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose en plus. Très clairement, l'approche STIAM, pour moi, c'est une approche beaucoup plus concrète, globale, sensée, pour recréer du lien, là où nos programmes, très clairement, nous invitent à cloisonner. Et notre vie, elle n'est pas cloisonnée, en fait, hein. Voilà. Donc, allez-y. Bref, conclusion, allez-y. Essayez d'avoir une vision assez globale du problème, très anticipée, mais vous allez voir vos élèves, oui, être motivés, il n'y a pas de doute, mais ils vont exprimer toute leur créativité et vous allez voir des choses que vous ne voyez peut-être pas dans le cadre d'un cours plus classique, hein. Donc allez-y. Euh, et puis, oui, la dernière petite phrase, je veux quand même insister dessus, c'est que les STIAM, ça met aussi en avant le fait que les filles, vous savez qu'elles ont des compétences euh, plus échouées que les garçons dans toutes les matières scientifiques. Et bien là, les filles, elles comprennent le sens des choses et elles s'investissent vraiment autant que les garçons. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans toutes les classes où j'ai vu des projets STIAM mis en œuvre. Voilà. Ah, on vous entend pas, Madame. Ouais. Alors, merci beaucoup déjà. Effectivement, ça donne envie de se lancer. Il y a une question très pratico-pratique là dans le chat de Oui. Martine Sanchez sur une durée indicative d'une séance TIAM, Ouais. voire un rythme par semaine également. Hum. Alors, alors, c'est compliqué cette affaire-là. Soit vous décidez que vous faites une séance par semaine parce que vous la liez dans votre emploi du temps à une matière. Parce que c'est aussi ça la question. Est-ce qu'on la lie aux sciences? Est-ce qu'on la lie à la technologie, sciences et technologies, aux maths, etc. Souvent, l'entrée, c'est quand même sciences. Donc, globalement, on a 1 à 2 séances par semaine. Après, la motivation de vos élèves, elle va s'exercer sur un temps long s'ils voient des avancées. Et il faut qu'ils arrivent à un projet finalisé dans un temps raisonnable aussi. Sinon, ils vont se démotiver. Donc, ça peut être, selon le projet, une période, voire 2 périodes consécutives. Ça dépend de l'ampleur du projet et des autres contraintes que vous avez dans votre emploi du temps. Euh, euh, je reprends le projet Pluie d'éclairs et de flammes, là. Au départ, c'était 1 séance par semaine. Et à la fin, quand on a voulu retranscrire l'avancée du problème dans notre cahier multimédia, en fait, on faisait 1 séance par jour. Voilà, parce qu'on était dedans et aussi parce que, eh ben, on avait tout le matériel sorti et pour pas avoir à le ranger et à le ressortir, on avait dit, hop, on masse et comme ça, on n'en parle plus. Voilà, parce que c'est ça aussi, ça nécessite beaucoup de matériel, ils expérimentent, il faut avoir de la place. Soit on a des labs comme les collègues l'ont montré, soit on n'en a pas, et quand on n'a que l'espace de la classe, du coup, ben, on fait du massé. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro et poser une question? À la durée des séances, j'ai pas répondu à la durée des séances. Allez-y. Bon, alors ça va être très fonction de l'âge des enfants, bien évidemment. Ben, disons qu'en fait, c'est une séance classique très sincèrement, pour l'âge des élèves, alors vous allez voir que vous allez pouvoir les faire durer un peu plus. Si on imagine que d'habitude, une séance de sciences, c'est 40-45 minutes, là, une fois qu'ils sont partis, ça peut durer 1 heure, Mm. mais pas au-delà en cycle 3, hein. Après, ils s'essoufflent, hein, très clairement. Ou alors, euh, les objectifs qu'on s'est donnés pour la séance sont trop importants et du coup, on va se perdre et on va pas arriver au bout de la tâche, quoi.
Vaut mieux des séances courtes avec des objectifs précis. Faut qu'on avance comme ça, plutôt que des séances longues où ça tourne en boucle et où rien n'avance. Très sincèrement. Allez-y, si vous souhaitez poser une question, profitez-en, vous pouvez ouvrir votre micro ou alors écrire votre question dans le chat selon votre préférence. Alors, j'ose, à moins que quelqu'un... Lancez-vous, lancez-vous. Oui, lancez-vous comme dans les Stiams, pareil. Retenez ça, lancez-vous. Même sur les questions. Euh, Moi, j'ai encore voilà, la question de concilier quelque chose d'extrêmement préparé oui, et laissant l'espace à la créativité. ouais. C'est cet équilibre qui me semble compliqué en fait à mettre en œuvre. Excusez-moi, Saïdé, je vais vous donner la parole tout de suite après. D'accord, Sauf si d'accord. peut-être Isabelle, vous souhaitez rebondir. Oui, je vais répondre à cette question. C'est effectivement, euh, en fait, l'entrée dans le projet STIAM, c'est un problème très large. C'est une résolution de problème qu'on leur donne. Donc, on va avoir une entrée qui va, au départ, être le recueil des représentations, un peu comme une séance normale, hein, qui va être l'étude de phénomènes en lien avec ce qu'on est en train d'étudier. Si je reprends mon objet pluie d'éclairs et de flammes, là, eh bien, on s'est dit c'est un objet qui permet des déplacements, mais au fait, à quoi pourrait ressembler notre objet? Il pourrait être aquatique, aérien, terrien et compagnie. Et donc, on a fait des séances de français, de vocabulaire en lien avec ce sujet-là. Donc, on a au départ une entrée qui est plutôt, on va dire, cognitive, dans le sens où on veut savoir ce que les élèves connaissent du problème. Peut-être qu'ils ont des choses dont ils n'ont pas conscience et du coup, on va les travailler avec eux de façon plus ou moins décrochée. Ça va être vraiment des séances spécifiques avant de rentrer dans le vif de l'expérimentation. Donc au final, on a quand même un déroulé qui est un peu toujours le même, dans le sens où voilà, on a différentes étapes pour les amener à expérimenter, mais pas dans le vide. On va pas les lâcher comme ça. Oui, Donc c'est c'est ça. là où il faut être conscient de tout ce qu'on pourrait leur apporter en lien avec les programmes qui pourraient les aider à répondre à la problématique qu'on leur donne. Et là, on les nourrit de différentes choses de façon à ce qu'ensuite, ils puissent se lancer et exprimer du coup leur créativité et leur innovation, mais dans un cadre qui est Dans un quand cas. même sécurisant pour eux Oui, aussi, hein. oui. Voilà. Allez-y. Bon, juste, je vais poser une question parce que vous avez parlé des formes géométriques. Par hasard, cette semaine en classe de CP, puisqu'on travaille sur les formes, moi, j'ai fait peut-être une démarche, j'ai montré une sculpture avec des formes et là, j'ai demandé aux élèves, je les ai divisés en groupes et je leur ai dit, j'ai éteint, j'ai montré juste pour voir les formes et tout et j'ai montré, je leur ai dit, vous allez me dire, vous allez vous diviser il faut se mettre d'accord sur la façon, comment faire, comment peut-on réaliser une sculpture. Et là, je demande, on peut des fois faire, non pas lancer un défi, montrer, et là, demander aux élèves comment peut-on réaliser. Ça rentre dans, c'est juste, je demande, on peut faire plusieurs démarches. Oui, on peut faire plusieurs démarches. C'est intéressant dans votre façon de voir la chose parce que, en fait, ils se mettent à la place du sculpteur ou de la personne qui a créé l'objet et ils essayent d'imaginer comment elle s'y est prise. Et du coup, c'est une vraie résolution de problème parce que en fonction de l'objet, voilà, quels sont
les histoires de matériaux, les formes, comment est-ce qu'on les met les unes au-dessus des autres, comment ça tient tout ça. Et ouais, c'est se mettre à la place de la personne qui a imaginé, imaginer les différentes étapes de son cheminement pour arriver à ça. Et c'est une vraie situation de résolution de problème qui va mettre en jeu plein de choses en lien avec les arts, les mathématiques, les matériaux, la technologie dans le sens où comment est-ce qu'on place les formes. Donc oui, très, très concrètement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, vous êtes parti d'une sculpture qui représente quelque chose pour vous et pour la classe. Donc c'est très concret. Donc c'est très engageant de se dire, voilà, tiens, au fait, effectivement, je trouve ça très intéressant comme démarche à mener avec les élèves et de ne pas décrocher ça d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Je oui. pense qu'on a suffisamment de situations autour de nous d'inquiétude autour de nous, voilà, pour être capable de sortir des sujets de SIAM qui répondent à la fois aux compétences qu'on a développées chez nos élèves et à leur source d'intérêt. Merci. Je Merci vous en beaucoup. prie. Il y a aussi une question dans le chat pour l'une de nos écoles d'entreprise, Mission Laïque Française, qui ont la particularité d'avoir des petits effectifs sur beaucoup de niveaux différents. Mm. Voilà, est-ce que les STIAM peuvent être justement indiqués pour ce type de contexte? Ah oui, très, Mm. très sincèrement. Alors là, oui, je pense que là, on fait beaucoup de liens entre les élèves, entre les apports des uns et des autres, et on développe à la fois des compétences disciplinaires pour chacun des niveaux, mais aussi des compétences transversales complètement flagrantes, là, pour le coup. Ouais, ouais. Faut que vous choisissiez quelque chose de très large. Euh, Si je prends le jardin écologique, par exemple, c'est très large. Une ville verte et solidaire, c'est très large. Voyez, choisissez un sujet très large et vous êtes sûr que ça permettra de répondre à toutes les attentes et à tous les apprentissages que vous devez mener. Très bien. Euh, voilà, soyez très, très au clair là-dessus. Tout marche. Merci. Merci infiniment pour tout cela. Donc, comme on vous l'a dit dans le chat, oui, vous pourrez hein, accéder au diaporama de Madame Chola. Nous le mettrons en lien sur le site et également l'enregistrement si vous souhaitez revoir cette présentation ou la partager aussi à vos collègues. Merci beaucoup Isabelle, pour voilà, ce partage d'expérience aussi, hein, puisque vous avez Oui. mis en œuvre l'ESTIAM en tant qu'enseignante précédemment, et Mm. pour tous ces excellents conseils, d'après moi. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Voilà, beaucoup de merci dans le chat. Merci à vous. C'était un moment, ma foi, fort agréable de voir tous ces collègues partout dans le monde là. C'est vraiment très très intéressant ces échanges. Merci à vous de les organiser aussi. Et on Et finira le colloque donc mercredi avec les porteurs de projets STIAM qui sont déjà en place dans les établissements Mission Laïque Française. Voilà. ouais, inspirez-vous les uns des autres Voilà, surtout. c'est le but exactement. Merci.